retour dans le live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est temps d'accueillir sur notre plateau Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Philippe, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien et de la lettre Trading Lab. Philippe, on va commencer votre intervention avec la nomination en Angleterre de Liz Truss au poste de Premier ministre. Est-ce que selon vous, le programme économique, son programme économique va pouvoir faire face à la grogne sociale qui mine le pays du fait d'une inflation galopante? Alors, en tout cas, elle s'est fait élire par son parti sur ce genre de promesse qu'elle arriverait à éteindre la grogne sociale. Alors, de deux façons. La première, effectivement, c'est de venir en aide aux ménages qui ne sont pas en capacité de régler leurs factures énergétiques, notamment. On se rappelle de cette tirade de Sadiq Khan, le maire de Londres, expliquant que beaucoup se disent qu'il faut parfois, ou faudra faire un arbitrage entre se nourrir et se chauffer. Et le maire de Londres disait, mais il y en a beaucoup qui ne pourront faire ni l'un ni l'autre. Donc là, effectivement, la grogne sociale, quand on arrive à ce genre de situation qu'on n'a pas connue depuis l'après-seconde guerre mondiale, il est urgent d'éteindre l'incendie. Et c'est ce que Liz Truss a promis de faire. Donc, forcément, en arrosant un petit peu l'économie façon hélicoptère-monnaie. Et Rishi Sunak, son adversaire, son rival dans la dernière ligne droite, lui était, on va le dire, un peu plus orthodoxe pour essayer d'éviter de laisser trop déraper les déficits. L'autre façon dont Liz Truss pensait rétablir également la situation, ou en tout cas calmer la grogne sociale, c'était tout simplement en éteignant les grèves. Elle a fait des déclarations très thatchériennes en disant qu'il n'était pas question de laisser les syndicats semer le chaos dans le pays. Voilà, donc un petit côté Thatcher en disant les syndicats, j'en fais mon affaire, et un petit côté Biden avec on va distribuer des chèques non pas fédéraux, mais on va permettre aux gens effectivement de se nourrir et de se loger. Et l'inflation pour la Banque d'Angleterre pourrait être en Angleterre, pourrait être de 15% à la fin de l'année. Oui, Citigroup disait 18, ouais, exactement. Citigroup disait 18, et l'hélicoptère monnaie, c'est renforcer encore plus l'inflation. C'est un peu... Ouais, c'est complètement démagogique. Là, par contre, si on ne sort pas l'hélicoptère monnaie, là, le pays il explose socialement. Il faut quand même à un moment être conscient qu'entre l'équilibre budgétaire et l'équilibre social, parce que des émeutes qui tournent mal, il faut savoir quand même qu'au Royaume-Uni, il y a pas mal de gens qui sont capables d'aller assez loin dans la protestation, ça se finit quand même par des blessés et par des morts. Je pense que personne n'a envie d'aller jusque-là. Donc s'il faut creuser un peu les déficits, après tout, la Banque centrale d'Angleterre est souveraine. La livre est une monnaie de réserve mondiale. Donc eux, ils peuvent se permettre d'aller un petit peu plus loin dans les déficits, ce que ne peuvent pas se permettre des pays évidemment comme le Sri Lanka en faillite, la Turquie qui plonge, qui a 80% d'inflation. Voilà. Pour le Royaume-Uni, c'est encore possible de le faire. De toute façon, on a bien compris que partout en Europe, on a complètement abandonné ces totems que sont les 3% de déficit, les 2% d'inflation et les 60% de ratio dette sur PIB. Oui, c'est sûr qu'on est en plein en paradigme nouveau. Du coup, effectivement, tous ces ratios seront probablement revus à la hausse prochainement. Quelle est sa position sur le Brexit ? Alors, je vous avoue que je n'ai pas vraiment identifié de déclaration de sa part sur ce sujet. Quelque chose qui est lié en revanche au Brexit et qui, moi, me paraît mériter beaucoup d'attention, c'est comment elle va gérer le dossier irlandais. On avait compris que Boris Johnson tentait, de façon un petit peu à la sournoise, de revenir sur les engagements pris dans la dernière ligne droite, parce que si le Brexit a pris autant de retard, c'est que ça a bloqué sur la question irlandaise. Donc il va falloir suivre de très très près comment elle réagit par rapport à ça, parce que en Irlande du Nord, donc en Ulster, il y a maintenant une majorité de
de gens qui sont pour la réunification, ou en tout cas une Irlande complètement ouverte entre la République d'Irlande et l'Ulster. Alors, est-ce que Liz Truss, elle, va la jouer nationaliste, c'est-à-dire, non, l'Ulster, c'est l'Angleterre, et il faut qu'on marque, bien sûr, notre présence, notre influence. On referme les eaux territoriales, puisque la République d'Irlande, elle est en Europe, dans l'UE, donc on peut aller y pêcher, etc. On peut faire transiter les bateaux, et théoriquement, la zone maritime de l'Ulster, si le Royaume-Uni voulait vraiment marquer son désir de souveraineté, on pourrait décider que d'un seul coup, les navires européens ne peuvent y rentrer qu'à condition de... Très clair. Vous parliez d'hélicoptère-monnaie, donc le Royaume-Uni n'est pas le seul pays à faire face à une inflation galopante. Beaucoup de pays, tous les pays en Europe le sont, la France moins. Mais toujours est-il que les députés parlent de taxer les super profits pour financer la lutte contre l'inflation via l'émission de chèques à destination des ménages notamment. Est-ce que, avant de vous poser la question de savoir si c'est une bonne idée, qu'est-ce que c'est qu'un super profit selon vous, Philippe ? Ah, le super profit, il a une connotation quand même très politico-sociale, c'est-à-dire des bénéfices indus, une rente de situation. Des rentes de situation, finalement, il en existe beaucoup. Si je vous cite LVMH et Hermès, vous me direz, eux, ils bénéficient de l'accord de vanité, c'est-à-dire que en fait plus de l'être humain, plus un sac Hermès, plus la maroquinerie Vuitton coûte cher, plus les gens sont fiers de dire je l'ai payé une fortune, c'est génial. Voilà. Mais là, c'est une décision du consommateur, c'est librement consenti. Dans le super profit, c'est quelque chose qui justement n'est pas consenti, puisque c'est quelque chose de subi. Mais est-ce que les énergéticiens ont profité, par exemple, de la hausse du prix du gaz, du pétrole ou ce que vous voulez, pour augmenter leurs tarifs? Ben non. C'est réglementé. En France, c'est très réglementé, de toute façon. Mais on pourrait effectivement critiquer vertement le super profit si on se disait que le vendeur, entre guillemets, a profité de la situation, comme Moderna, comme Pfizer, qui ont augmenté le prix des vaccins, alors qu'avec l'effet d'échelle, leur coût de revient baissait fortement. Et eux, ils ont au contraire fortement augmenté. Donc là, oui, il y a vraiment super profit. Donc vous parlez j'allais vous poser la question de quels sont les secteurs qui pourraient être considérés comme taxables par cet impôt pour l'instant encore hypothétique. Vous parlez donc des labos. Alors je parle des labos, là j'ai parlé donc des grands labos, Eurofins Scientifique par exemple. Alors Eurofins a fourni par exemple les tests PCR, dont on sait aujourd'hui que la fiabilité est assez discutable. Donc ils ont profité effectivement d'une situation où les gens étaient obligés de faire des tests PCR entièrement ou quasiment entièrement financés par le contribuable, c'est-à-dire chacun de nous. Autrement dit, c'est le contribuable qui a financé les profits d'Eurofins en quelque sorte. Mais il y a aussi tous les laboratoires d'analyse. On trouve les laboratoires de quartier. Le laboratoire de quartier, voire les grands laboratoires liés à Servalliance, etc. Voilà. Et alors là, ce sont des dizaines de milliards qui ont plu sur ces laboratoires, financés intégralement par le contribuable. Et là, c'est vraiment des super profits, parce que les marges réalisées sur les analyses étaient énormes. Elles ont été un peu réduites sur la fin, mais au départ, elles étaient absolument énormes. C'est du jamais vu. Je crois que la plupart des laboratoires ont doublé leur profit. Marge d'exploitation. Les EBE ont fait du x2. Et les bénéfices, ils ont fait plus que x2. Enfin, je dois dire que s'il y avait vraiment un investissement à faire il y a 2 ans, ça aurait été de rassembler ses économies ou avec quelques amis et d'acheter 1 ou 2 laboratoires. C'était imbattable, mais imbattable. Et là, super profit parce que les gens ont été obligés d'aller se tester et c'est le contribuable
Qui a financé ça? Si vous aviez un laboratoire en Suède, vous n'avez pas fait fortune. Mais c'est du profit exceptionnel. Du coup, il faudrait ajuster cette taxe exercice après exercice, exercice fiscal après exercice fiscal. Est-ce qu'on ne pourrait pas supposer, par exemple, alors effectivement, on a les labos de quartier, mais on a surtout les grands distributeurs alimentaires qui font des marges exceptionnelles. Il n'y a pas plus riche qu'un directeur de supermarché. Du coup, est-ce que... J'en connais quelques-uns, effectivement, qui vivent bien. Mais très bien même, hein, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Du coup, là, on n'aurait pas un super profit, justement. On n'aurait pas du super profit chez les distributeurs, les grands distributeurs alimentaires. Franchement, il y a peut-être quelques petits malins qui profitent ici ou là de possibilités, peut-être de gratter un petit peu. Mais tout ça est assez marginal. Quand on entend les gens se plaindre du fait que les produits premier prix, leur prix explose, en réalité, c'est vraiment le prix du produit. Et c'est justement pour ça que la sensibilité est forte, c'est qu'il y a peu de marketing, voire pas de marketing du tout. Donc il n'y a rien sur lequel on peut rogner. Donc quand le kilo de pâtes prend 20%, le produit distributeur il prend 20%. Alors si le distributeur met 21% ou 22%, bon d'accord, c'est pas joli. Je sais qu'il y a des paquets de fruits et légumes, quand vous les pesez, c'est marqué 1 kg, il n'y a pas toujours 1 kg. Voilà, c'est des petits trucs mesquins. Mais enfin, globalement, c'est sans aucune mesure à l'échelle avec les profits des laboratoires, puisque là, ça se chiffre quand même, je le dis bien, en dizaines de milliards. Les tests PCR, ce sont des dizaines de milliards financés par le contribuable. Donc là, la richesse de ceux qui possèdent les laboratoires, c'est bien le contribuable intégralement qui le finance. Alors que quand on achète un litre d'essence, on enrichit surtout l'État, puisqu'il y a plus de 60% de taxes. Voilà. Mais donc pour ou contre la taxation des superprofits? Oui ou non? Moi je suis plutôt contre quand il s'agit. Mais on peut pas. Parce qu'on a plus de temps. Non, on ne fait pas. Je ne fais jamais de réponse comme cela. C'est blanc, c'est noir. Voilà, je fonctionne pas comme ça et le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc super profit dans le cas des laboratoires. Oui, il y a effectivement super profit et je le dis parce que c'est le contribuable qui le paye et qu'il est obligé de consommer, entre guillemets, ce service. En ce qui concerne les entreprises privées, à partir du moment où elles n'ont pas abusé de la situation, je dois dire que ce débat, il a lieu en France, il n'a lieu dans quasiment aucun autre pays au monde. Maintenant, sans parler de taxer les super profits, demander à ceux qui ont les moyens ou qui ont effectivement gagné pas mal d'argent avec la hausse donc des carburants, de voir s'ils peuvent, par solidarité, contribuer. Ce qu'a fait Total. C'est un peu l'esprit de ce qui va se faire en Allemagne. Je pense que l'idée, dès qu'il y a une connotation morale à super profit, dès qu'on met de la morale dans le capitalisme, alors où est-ce qu'on fixe la limite? Est-ce qu'un jour on va pas dire aussi que Hermès et le VMH c'est des super profits? J'en sais pas. Enfin, il y aura peut-être quelqu'un un jour pour démontrer qu'effectivement LVMH, Hermès et d'autres devraient aussi contribuer beaucoup plus largement au budget ou à aider des gens qui en ont besoin. Et après ça, où s'arrête-t-on? Où est-ce qu'on pose la limite? Voilà, il y a un moment où il y en a qui disent finalement on devrait taxer pratiquement tous les profits. Voilà, le capitalisme, c'est immoral. Oui, le capitalisme est amoral. Moi, je ne suis pas effectivement pour cet état d'esprit. Par contre, demander si c'est juste de demander à chacun de contribuer, pourquoi pas? Mais il aurait déjà fallu, et là je vais terminer sur un truc très très polémique, mais il aurait déjà fallu que l'État soit suffisamment prévoyant pour ne pas nous mettre dans la situation où nous sommes et où nous en sommes rendus à nous demander si effectivement il faut se doucher pas plus de 3 minutes, manger dans le noir, éteindre l'éclairage dans les supermarchés et ne pas allumer une guirlande à Noël. C'est quand même extraordinaire qu'on se retrouve dans une situation en France qu'on n'a pas connue depuis
l'immédiate après Seconde Guerre mondiale. Mais c'est normal, puisqu'il y a une probable Troisième Guerre mondiale qui se prépare. Du coup, c'est normal qu'on ne se soit pas retrouvé dans cette situation avant. Alors la Troisième Guerre mondiale, si elle a lieu, comme disait Einstein, la Quatrième Guerre mondiale, elle se fera à coups de gourdins et de pierres. Il restera plus grand monde, de toute façon, voilà. quoi qu'il arrive. Donc, non, mais personne n'est assez, je pense, assez insensé pour imaginer qu'on puisse aller vers une Troisième Guerre mondiale. D'ailleurs, je n'ai aucune sympathie. Économie de guerre, et voilà. c'était pas. Mais non, économie de guerre, c'est n'importe quoi. De gouverner un pays. Mais on n'est pas en économie de guerre. On crée. En économie de guerre, on y rentre, on commence. Mais non, mais c'est le narratif. C'est le narratif. On n'est pas en économie de guerre. On est en guerre avec la Russie. On est en guerre avec la Russie, bien évidemment. Et d'ailleurs, eux nous répondent avec des coupures de gaz, l'arrêt des livraisons. C'est nous qui avons décidé de les boycotter et de ne pas payer le gaz. Et ces gens-là, parce qu'on ne les paye pas, ils ne nous livrent pas de gaz. C'est comme votre restaurateur, parce que vous ne payez pas votre addition, la fois suivante, il ne veut pas vous servir. Non, mais là, il y a un narratif, et là je dis absolument non. Nous ne sommes pas en guerre, et c'est vrai que ce mot est prononcé, rabâché, martelé par M. Macron, comme si pour lui, ça lui conférait une stature héroïque ou historique de se dire je vis des circonstances où je suis le chef d'État d'un pays en état de guerre. Mais l'état de guerre, d'abord, il se décide par l'article 35, il faut que l'Assemblée le vote, et heureusement, personne à part lui ne prononce ce mot, ni Olaf Scholz, ni Liz Truss, et encore moins Vladimir Poutine. Voilà. Donc, j'espère qu'on ne sera pas en guerre, parce qu'on n'aura plus le plaisir de pouvoir débattre. Merci Philippe de votre intervention. Une dernière chose, l'article 35, c'est une guerre conventionnelle. Là, je parlais de guerre économique. Du coup, merci beaucoup. Je vous remercie Philippe d'avoir été avec nous ce matin sur notre plateau. Vous êtes Philippe, rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien et de Trading Lab, la lettre Trading Lab. Et on vous retrouve régulièrement sur notre plateau pour entendre vos opinions. Merci beaucoup, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite du live de Téléfinance. Merci beaucoup.